Je te laisse commencer. Qui a déjà fait du CSS dans sa vie? Voilà, c'est bien. Qui aime le CSS? Ok. Qui a déjà utilisé un préprocesseur CSS? Ok. Qui n'a pas? Que je voyais bien le contraste quand même. Ok, il n'y a pas beaucoup. Ouais. Moi aussi, un peu par le moitié. Qui a déjà utilisé un task runner ou un truc comme ça? Ok. Donc, je vais vous parler un peu de ça, mais d'autres trucs aussi, quand même. Moi, rapidement, je suis. Donc, ça, c'est mon petit nom sur Internet, c'est Moux. Je suis développeur donc front-end. À la base, j'avais une formation back-end, mais ça, on s'en fout. Maintenant, je fais des interfaces, je suis freelance. Je bosse avec des startups ou voilà, des gens qui veulent du conseil un peu concernant la réalisation d'interfaces, comment on fait, etc. Mais vous verrez au cours des slides comment et pourquoi ça peut se passer comme ça. Donc, si vous m'avez déjà vu sur Internet, il faudrait que ça marche. Voilà, ça c'est ma tête sur Internet. Vous m'avez peut-être déjà vu quelque part. Peut-être sur le site Putain de Code que j'ai fait avec des amis. Après, j'ai travaillé donc sur CSS Next. J'en parle après. Et là, en ce moment, je travaille sur un autre projet qui est rigolo, qui est pour faire ça s'appelle Statdynamic. C'est un générateur de sites statiques, mais en fait, qui fait des sites dynamiques. C'est basé sur React. Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aimez bien CSS. CSS, c'est rigolo, hein, on le sait tous. Mais en attendant, voilà, quand vous avez tous fait du CSS, vous avez tous eu un peu cette sensation dans votre vie. C'est bon, ça marche. Surtout les développeurs back-end, ils ont tendance à vraiment avoir ce sentiment. C'est top, ça marche bien, on est content. Donc, je vais faire un tout petit retour en arrière en histoire pour savoir pourquoi écrire du CSS en 2010, c'était super chiant. Parce que, voilà, pourquoi c'était pas marrant? C'était pas marrant parce qu'on n'avait pas de variable, on n'avait pas de constante, on n'avait pas d'aspect dynamique, on n'avait pas vraiment de fonction. Ouais, on avait URL, c'est considéré comme une fonction, mais la réutilisabilité était difficile. On avait peut-être @import, mais encore, avec HTTP1, on préfère s'en passer. Parce que là, on a des cascades pas vraiment super sympas. Au niveau de l'héritage ou de la composition, c'est pas non plus ça. Au niveau du scoping des styles, c'est pas ça non plus. Ah, je suis allé un peu loin d'un coup. Putain, j'ai tout pété ma blague. Bon, je vais pas utiliser ça parce que ça va me gaver. Donc, je disais au niveau d'héritage et composition, c'est pas ça. On a essayé de faire des choses avec les préprocesseurs CSS. Pour ceux qui se sont mis à l'utiliser et qui ont pu s'exciter comme moi, il y a un moment où on se retrouve un peu dans cet état-là au début. On est super content, on fait la teuf. Parce que on a un import qui est un peu mieux. On a des variables, c'est pas mal. On a des maths, là on est content, on peut faire des opérations, des marges de soustraction, etc. On a de quoi manipuler les couleurs. Bon là j'ai mis un smiley à l'envers parce que entre les différents préprocesseurs, on s'y retrouve pas. Entre les logiciels de graphistes, les opérations qu'on peut faire sur les couleurs, c'est pas forcément ça, mais c'est pas mal quand même. Donc il y a SAS, il y a LS, il y a Stylus. Je vais éviter de caler la blague dans mes slides, mais je vais le faire quand même, où j'ai tendance à finir ma conf en disant bon, laisse tomber SAS, tout ça. Voilà, c'était nul. Merci. Donc, comme d'habitude, dès qu'on a des outils, quels que soient les outils qu'on a, on a cette fameuse phrase de Spider-Man qui revient, avec les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ça veut dire, faites gaffe à pas faire de la merde. Donc, on peut rapidement s'égarer un peu quand on utilise les préprocesseurs. Si on prend les mixins par exemple, ici j'ai mis un mixin tout bête avec un bloc qui est défini, qui définit la propriété background. Et plus bas on utilise ce bloc. Et nous, on est un peu naïf, on est utilisateur, on est nouveau sur le projet, on n'est jamais allé voir le code du mixing block qui est utilisé un peu partout sur le site. Donc on se dit, tiens, je veux un background rouge. Et là, bim, on casse en fait la définition qui est écrite précédemment parce qu'il y a une abstraction qui, le langage CSS ne nous permet pas de voir qu'on fait une bêtise en fait, par rapport à l'héritage.
Extend, donc là, quand on voit l'output que peut nous produire Extend, avec voilà, en fait, il est en train de regarder ce bout de code. Donc ça, c'est un Extend, en fait, qui peut partir de 2-3 lignes qui sont combinées, qui font que on retrouve, si on regarde un peu, on va voir qu'il y a des patterns qui se retrouvent entre les classes, et c'est une espèce de combinaison entre les states, etc., qui peuvent donner ce genre de fail, en fait, sachant qu'en plus ça peut être défini dans la CSS très haut, et si on redéfinit des styles plus bas, on peut avoir des comportements liés à la cascade qu'on n'attend pas trop. Vous remarquerez que sur pas mal de slides, j'ai mis des liens en bas. Quand je partagerai mes slides en ligne, vous pourrez retrouver tout ça, parce que j'essaie de dire des choses un petit peu étayées sur d'autres sources. On a le nesting aussi, qui a déjà utilisé du nesting à foison, des imbrications et tout, c'est top. On l'a tous fait. Moi, j'ai même essayé un jour de faire mon site sans utiliser une classe et tout, c'est la folie. Donc, si on prend ce genre de code, par rapport au nesting, on peut imaginer que le sélecteur en haut a été défini avec du nesting et qu'on n'a pas trop fait attention, qu'on était en train de générer ça. Et après, il y a un petit noob, il arrive, il dit tiens, moi je veux faire une classe qui va marcher dans ma sidebar pour définir des links. Et là, il va essayer pendant longtemps de surcharger une règle qui a été déchargée dans le sélecteur au-dessus, parce qu'à cause de la longueur et de la spécificité du sélecteur, on ne va pas arriver à surcharger à cause de la façon dont marche CSS, quoi. Donc là, on a une merde au niveau de la spécificité qui nous prend bien sous la tête. Alors il y en a beaucoup qui vont vous dire, le problème il se trouve entre la chaise et le clavier, tu sais pas utiliser ton langage, etc. Moi j'ai tendance à dire un petit peu que c'est pas forcément vrai, mais c'est mon opinion. Du coup après, à côté des préprocesseurs CSS, on a ici aussi les frameworks, qui a déjà utilisé Bootstrap, qui est content d'utiliser Bootstrap. Ok. Attention, c'est une question piège. Donc, il faut quand même avoir conscience que quand on est dans CSS, chaque sélecteur qu'on définit, c'est un peu une variable globale. Et s'il y en a qui ont déjà fait un peu du JavaScript, les variables globales, tout ça, vous savez qu'il vaut mieux éviter. Du coup, le scoping avec les frameworks CSS, c'est pas trop ça, parce qu'on a quand même au final des classes, des variables globales qui sont pas forcément namespacées. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais bon, on a déjà eu des exemples où on se retrouve avec des classes qui ont un nom très générique, genre navitem, et puis quelque part dans le projet, quelqu'un redéfinit exactement la même classe et ça fout la merde partout. Gestion des dépendances avec les frameworks, c'est pas ça non plus. Donc entre le langage CSS, les frameworks et les préprocesseurs, on peut dire quand même que CSS ça craint. Ça craint tellement qu'il y a des gens, ils en font des t-shirts et ils se font des thunes avec. Donc j'ai envie de vous dire que le CSS c'est cool, mais en fait c'est pas vraiment le CSS qui est cool. Ce qui est cool c'est de faire des interfaces et de styler des choses stylées. Ouais. Donc ça c'est marrant. Les problèmes de CSS du coup, si on retient un petit peu ce que j'ai dit, c'est que tout est global. Donc on a chaque règle qu'on définit au final est quelque chose de global. On ne peut pas scoper ou isoler des styles pour le moment. Alors il y a des gens qui essayent de faire des choses et tout, mais c'est vraiment de la bricole. On peut avoir beaucoup de conflits de spécificité par rapport à la cascade et à la définition de sélecteurs. On a beaucoup trop de choses qui sont imprévisibles. On ne sait jamais, ça dépend de l'état du document, de l'arbre, du DOM, etc. Donc on peut vite avoir envie de se tirer les cheveux. On n'a pas de gestion des dépendances, ça c'est mort. Alors supprimer du code inutile, comme j'ai dit avant, les choses imprévisibles, tout ça, supprimer du code. Il y a des moments où c'est super chaud. Surtout dès que vous avez des sélecteurs générés, imbriqués, etc. avec du SAS. Du coup, comme je l'ai déjà dit, les préprocesseurs ne nous aident pas à résoudre ces problèmes. Si on prend le code suivant, par exemple, je l'ai laissé sous-entendre, le problème il viendra souvent pas de la partie qu'on peut s'attendre, mais du sélecteur. Les gens qui écrivent beaucoup de CSS commencent à se poser la question, effectivement, est-ce que c'est pas mon sélecteur qui est le problème? Donc, ça vous l'avez vu aussi, quand on travaille sur une interface utilisateur, on se rend compte que finalement on fait des composants, on fait un menu, on fait un bouton, on fait plein d'autres trucs, des éléments de formulaire, etc.
Donc pourquoi on ne coderait pas de cette façon-là? Pourquoi on ne coderait pas en se disant je fais des composants, etc. Alors vous allez me dire web component, tout ça, bon je vous en parle même pas parce que c'est pas prêt, c'est un gros bordel sans nom. Moi je vais vous parler de quelque chose que vous pouvez faire maintenant en attendant. Donc je reviens sur mon exemple qui fait BAM. Moi je dis il fait BEM. Vous allez comprendre après la blague. Parce qu'il y a une méthodologie qui s'appelle BEM. Donc la définition est simple, c'est bloc element modifier. On aurait pu appeler ça component element modifier. Bon, il y aurait des alternatives à donner. Ça ressemble à quoi dans du code? On va se dire que quand on définit un composant, on a donc une classe haut niveau, on a éventuellement des modifiers qu'on peut appliquer sur elle-même. Par exemple, je vous donnerai un exemple concret après. Puis après, on a des enfants, donc on va appeler les éléments, ça va être des enfants de notre bloc, qui peuvent eux aussi avoir des modifiers. Donc un bloc, c'est un composant, ça je l'ai déjà dit. Un exemple, on va prendre un bouton. Un bouton, il peut être large, par exemple, si vous avez le gros call-out sur votre page d'accueil. On peut avoir aussi un petit icône dans le bouton à côté de votre label texte. Et on peut décider qu'on a un état où on a un icône qui va être plus petit pour des raisons X ou Y, selon où est placé le bouton, etc. Du coup, au niveau de l'HTML, ça donne quoi? Ça donne un bouton, un bouton, pour le coup c'est un bouton. Avec une classe bouton, si on met notre modifier en plus, ça fait un bouton large. On peut avoir notre petit SVG qui fait l'icône. Voilà, donc ça peut ressembler à ça. Là, quand on écrit comme ça, déjà, on commence à se dire, là, je fais une approche composant. Du coup, si on reprend les problèmes qu'on a vus tout à l'heure, tout est global. Là, on va arrêter de faire du tout global parce qu'on va se dire, je fais un composant, j'écris un composant, j'utilise un composant. Donc, il y a même une façon en fait d'écrire des composants pour se les approprier. On va mettre un préfixe devant toutes nos classes. Ça peut être lourd, c'est verbeux, mais c'est une façon de faire les choses. Donc, on va mettre par exemple, si on est Bootstrap, s'ils étaient malins, qui voulaient éviter de foutre la merde avec des classes génériques. Excusez-moi pour la vulgarité. Ils mettraient un BTS ou je sais pas quoi là devant toute leur classe avec un tiret. Déjà, ça voudrait dire ce préfixe il est à moi quoi, et ça évite d'aller mettre des classes génériques à tout va. Donc du coup les scopes, on va minimiser l'impact, on va pas résoudre complètement le problème parce que si on a un composant dans un autre, on peut avoir des effets dû à l'héritage. Mais déjà on minimise un peu. Au niveau de la spécificité, là en fait on va pas avoir de problème de spécificité, puis vu on va se dire qu'on a toujours qu'une classe d'un niveau, on n'a pas de sélecteur, on joue pas du tout sur la spécificité. Chaque règle va être égale, il y a juste la définition dans les feuilles de style qui va poser problème. Au niveau des choses imprévisibles, du coup, on déduit, on minimise le risque, pareil. Et pour supprimer le code, là, par contre, c'est super facile parce que si une classe n'est pas utilisée dans un endroit, elle n'est pas écrite explicitement, vous pouvez supprimer le code. Donc là, on est content. On va reprendre tout le code qu'on a fait avant. On va aller revoir son ancien soi. Et on va se dire, jusque-là, j'ai vraiment fait de la merde, donc on se sonne bien. Et on va repartir sur des bonnes bases. Mon petit conseil à moi, c'est un élément HTML, faites un bloc. J'ai fait l'expérience et d'autres l'ont fait aussi, de se dire allez, je pars avec la méthodologie BEM et puis au bout d'un moment, on fait un bouton qui est en même temps un item de navigation, etc. Alors pour essayer de minimiser un max les risques, on met qu'un type de classe. Donc si on a un bouton, on peut mettre un bouton et par exemple c'est modifier, mais on ne va pas mettre un bouton avec une autre classe qui hérite éventuellement d'un autre élément parent. Donc du coup, si on reprend BEM, qu'est-ce qui nous manque finalement? Il va nous manquer ce qu'on avait récupéré avec les préprocesseurs, les variables, etc. À côté de ça, il y a le W3C qui travaille quand même. Ils sont pas très rapides, mais ils font des choses. Non, je troll un peu parce que c'est bien ce qu'ils font, ça ne doit pas être rigolo et j'en ferai pas mon métier perso. Donc, on a ce qui s'appelle les custom properties qui sont en gros des var. Imaginez que c'est des var. Donc, ils ont fait un truc super chelou qui va permettre de faire des variables en fonction des nœuds dans le DOM et tout, mais moi je vous conseille pas de l'utiliser. Ça marche dans Firefox, ça va marcher dans Chrome où ça marche déjà. Puis de toute façon, à terme, ça va être implémenté par les autres parce que c'est une spec qui mûrit maintenant depuis un petit moment. Et vous voyez que, par exemple, avec des valeurs en REM, on peut recycler la méthode calc qui permet du coup de faire des calculs mathématiques.
On va avoir les custom media queries aussi, qui sont quoi? Vous définissez votre media query d'une certaine façon quelque part. Vous pouvez constater aussi le petit supérieur ou égal à REM. C'est aussi quelque chose qui est dans les specs CSS maintenant aujourd'hui. C'est juste que ce n'est pas implémenté par les navigateurs. Et donc vous avez l'utilisation au-dessous qui est assez simple. Du coup là vous dites je veux un média qui correspond à mon viewport qui est large, donc les écrans larges. Et puis vous mettez vos styles là-dedans. Et puis si vous voulez changer la valeur, ça va être plus pratique. Ça, ce sera du CSS natif un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour. On a aussi des nouvelles méthodes pour travailler sur les couleurs. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des gris, il y a des méthodes pour travailler avec les gris. Il y a une super fonction qui est la fonction color qui va permettre de prendre n'importe quelle couleur en entrée et d'appliquer des opérations. Donc là, dans mes exemples, j'ai mis alpha, lightness et tint. Il y a blackness, whiteness, darkness. Il y en a plein d'autres. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez en mettre plusieurs à la suite. Donc vous pouvez mettre alpha, vous pouvez mettre lightness à côté, etc. Vous pouvez mettre des valeurs brutes ou utiliser des plus ou des moins pour dire plus 10%, moins 10%. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a plein d'autres trucs. Il y a des nouveaux sélecteurs. Il y a aussi les custom selectors qui peuvent permettre de... Bon, vous le verrez juste après. Il y a des nouvelles fonctions aussi. Il y a même le nesting qui va arriver avec une certaine syntaxe. J'espère qu'elle sera un petit peu pénible pour éviter les gens de l'utiliser. Bon, tout ça c'est du sucre. Ce que je viens de vous montrer c'est du sucre parce qu'il y a des choses qui vont être utilisées côté client. Là on parle de sucre, de confort de développement quand on écrit. Parce qu'au final ce qu'on a vu là ça apporte rien au côté client. Tout ça, ça a déjà été implémenté, on va dire par un... Bon, ils ont appelé ça polyfill. Ils ont dit ouais on fait un sorte de polyfill CSS. Mais c'est pas vraiment un polyfill parce qu'un polyfill c'est quelque chose, on en a parlé tout à l'heure, qui est exécuté au runtime. Sachant que cet outil, en fait, c'est comme un préprocesseur, il permet de transformer du CSS avant qu'on l'utilise. Pardon. C'est basé sur Rework. Donc, je vais revenir dessus juste après parce que pendant ce temps-là, il y a, bon, je pourrais dire l'évolution des préprocesseurs qui évolue comme ci comme ça. Je fais un petit troll. Une connaissance avait ouvert en 2012. Pour faire un truc tout con, c'est-à-dire que dans SAS, par exemple, on veut importer, inliner une feuille CSS basique. Qui utilise des resets ou normalize? Bon, une partie, ok, c'est un exemple, mais là, par exemple, si on veut importer normalize, on est obligé d'avoir la version SAS, ou alors de renommer le fichier normalize en .css ou en .sas. C'est une UCI qui a été ouverte en 2012. Je pense que dessous, il y a pas mal de gens, il y a 55 personnes qui sont venues gueuler. Et on attend toujours, ce screenshot a été pris genre il y a 2 jours, je crois. Bon, ça avance pas tant que ça. Ma petite prédiction pour 2016. Voilà. Ensuite, pendant ce temps-là, il y a, donc je vous parlais tout à l'heure de Rework, c'est l'auteur de Stylus qui a bossé, voilà, qui a compris qu'il commençait à faire les mêmes erreurs que les préprocesseurs classiques, donc faire quelque chose de monolithique qui rend les contributions pas forcément évidentes. Du coup, il s'est dit, je vais faire un moteur. Donc, je cherchais une image de moteur sur Internet, mais j'avais pas une connexion terrible quand j'ai eu cette idée. Du coup, j'en ai pas mis. Donc, le principe, c'est, je prends du CSS en entrée et j'en fais un AST. Donc un AST c'est quoi? Dites-vous que c'est un objet manipulable, c'est abstract syntax tree. Donc c'est un arbre quoi qu'on peut manipuler, c'est un objet avec des tableaux, des nœuds, etc. C'est assez simple. Donc l'idée c'est, on a un CSS en entrée, ou quelque chose qui va respecter la grammaire CSS. On va faire des itérations, des manipulations sur cet AST, et puis on va sortir du CSS en sortie. Donc il y a un parseur. Et pour l'opération, à la fin, il y a un stringifier. Donc le plugin le plus connu de Rework, c'était Autoprefixer. Qui a déjà utilisé Autoprefixer? Donc pas mal d'entre vous. Donc Autoprefixer, ça permet simplement de ne pas écrire les préfixes navigateurs. Vous dites je supporte tel navigateur, ça utilise la base de données can I use via npm. Et c'est magique, ça vous met les préfixes automatiquement, c'est super. Donc le petit problème, c'est que le monsieur TG là, qui a créé Rework, il est passé un peu à autre chose
Et voilà, l'évolution de Rework, ça s'est mis à baisser quand même pas mal. Enfin, là, j'ai mis qu'il y avait des choses en 2015, mais en fait, il s'avère que je suis allé voir hier et qu'en 2015, il n'y a rien eu. Donc, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que la personne a fait beaucoup de travail au début. Il y a une personne qui est arrivée un peu après qui a mis un petit coup de main. Il y a l'auteur de Normalize. Je sais pas qui connaît Nicolas ici. Bon, faudrait vous renseigner un peu sur ce monsieur. Il fait des choses très bien. C'est un peu mon dieu, moi. Et donc, il y a une petite personne là qui a contribué un peu, qui a eu du mal. C'est l'auteur d'autopréfixeur. Donc, il a essayé de faire des choses pour essayer de faire évoluer l'outil. Bon, bah, au bout d'un moment, il s'est vénère parce que il était bloqué quoi, dans tous les sens. Et il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Du coup, bah, il a foutu le bordel et puis il s'est barré. Il a dit, OK, je fais mon fork de Rework, puis je vais avancer. Donc, il a avancé. Il a fait un truc qu'il a appelé PostCSS. L'idée, c'était les post-processeurs. Qui a entendu parler des post-processeurs? OK. Donc, vous oubliez ce mot, il ne sert à rien. L'idée de PostCSS, c'est plus... non, au début, c'était ça, mais il y a eu des trolls et tout. Bon, enfin, on reviendra dessus après. Donc, on conserve le principe CSS, un AST et du CSS. Ici, dans PostCSS, on a des méthodes en plus. Des méthodes plus ou moins intéressantes qui nous permettent voilà, d'utiliser. Donc, l'utilisation de PostCSS, là, c'est utilisation bas niveau, on va dire, avec Node. Donc, le import, c'est un require pour ceux qui ont fait du CommonJS déjà. Donc, on prend PostCSS, on y met deux plugins, on processe un bout de CSS et on a du CSS en sortie, c'est fantastique. Là, je vous montre un exemple. Ce qui est cool là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas une grosse codebase qui est en Ruby, que déjà vous allez mettre 4 heures à installer le truc et à faire tourner les tests qui vont échouer sur votre machine, je ne sais pas pour quelle raison. Vous n'avez pas du ça compilé. Vous avez un petit bout de JavaScript comme ça que vous pouvez ajouter. Alors, ce bout de code en l'occurrence, ce qu'il fait par exemple, c'est qu'il prend il parcourt ici. Donc j'ai une fonction CSS qui parcourt. Donc ça marche sur une déclaration. Donc ça parcourt en fait. Ils ont fait un hommage un peu bizarre récemment. Qui parcourt donc les déclarations. Donc là, ça va respecter la terminologie CSS. Donc une déclaration, c'est propriété valeur, c'est ce qu'il y a entre les accolades. Donc et ici, on va remplacer la valeur. En prenant la valeur, on va remplacer tout ce qui ressemble à un digital avec marqué REM derrière. Donc toutes les valeurs en REM. On va les remplacer par des valeurs en pixels. Voilà, donc là, on a un petit plugin. Bon, en fait, le vrai plugin qui fait ça, qui s'appelle PixREM, il fait un boulot un petit peu plus compliqué. Mais dans l'idée, créer un plugin, c'est super simple, vous pouvez le faire et il y en a plein. C'est un écosystème qui est digne de l'écosystème Grunt. Bon, je dis Grunt parce qu'il y a du bon et du mauvais. Hein. Mais il y a pas mal de plugins quand même ici. Ça, c'est tous les plugins qui ont été, on va dire, approuvés par l'équipe PostCSS. Dans le sens où s'il y a des espèces de duplicata, etc., ils vont dire, voilà, utilisez ça. Si vous faites une recherche sur NPM, il y en a peut-être encore plus. Le projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui était Miss, il utilisait pas mal de... Bon, vous ne devez pas arriver à lire, mais il y a une partie au début, c'est le futur de la syntaxe de CSS. Donc, moi, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle CSS Next, parce que, un peu comme l'auteur d'autopréfixeur, j'ai voulu contribuer à Miss. Autopréfixeur est passé de Rework à PostCSS. Et on s'est retrouvé avec Meet qui utilisait et Rework et PostCSS. Donc il y avait deux process de parsing et tout. J'ai dit ouais, on pourrait changer. Et le mec il a dit ouais, non, j'aime pas trop comment il est codé PostCSS. Moi je suis là, c'est bien, mais il y a une finalité à avoir quoi. Donc pareil, j'ai mis des coups de couteau, tout ça. J'ai fait mon fork. Donc du coup, avec quelque chose comme CSS Next, je vous dis pas d'utiliser Miss parce que mine de rien, il y a pas mal de bugs qui sont pas corrigés en fait. Ma version 0. de CSS Next, il y avait déjà 70 bugs qu'il n'y avait pas dans Miss. Donc vous pouvez regarder, mais vous n'avez pas gagné grand chose. Donc ici, il y a un peu les syntaxes que je vous ai présentées tout à l'heure. Il y a le custom selector par exemple que vous pouvez voir sur la 3 à 4e ligne là. Vous pouvez définir avec un mot. Moi, je décide que les headings, c'est tous mes H1, H2. Puis plus tard, vous pouvez référer, ça c'est la règle à la fin, vous pouvez référer à ces headings. Donc ça, c'est basé sur PostCSS avec le contraste, ça ne doit pas se voir, ma petite vanne. Ce projet qui s'appelle CSS Next, il va devenir en fait juste un plugin parce qu'au début, j'avais fait une interface, sachant que PostCSS n'était pas très connu, pas très utilisé. J'avais une interface CLI, etc. Mais ça va devenir un plugin parce que PostCSS est de plus en plus utilisé en tant que tel, directement.
Il va y avoir un changement, un ajout dans le corps qui va permettre de partager les configurations entre l'utilisation dans Grunt, dans Gulp, etc. Donc ça va devenir post-CSS, CSS Next. Le paquet post-CSS, CSS Next existe déjà. Donc si vous avez envie d'essayer post-CSS avec ça, partez sur ce package. Pendant ce temps-là, il y a des mecs, pendant que nous on essaie de travailler sur le futur de CSS, qui font un peu du SAS avec post-CSS. Donc ça ressemble vaguement à du SAS, c'est pas vraiment du SAS. Là, il y a la communauté SAS qui est arrivée, qui commence à regarder tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites du SAS, mais vous faites pas du SAS, c'est dégueulasse. Ils ont commencé à se foutre la gueule sur Twitter pour rester gentils. Les mecs, ils ont tellement voulu troller et dire c'est pas post-CSS qu'ils ont appelé ce package pré-CSS. Bon, en fait, je suis vraiment désolé parce que j'étais sur le chat, je passais rarement sur le chat post-CSS, mais j'ai jeté cette idée pour rigoler en fait et l'auteur du package, il a retenu. Voilà. C'était pas voulu, mais bon. Pendant ce temps-là, la gestion des assets. Donc, comment on gère? Alors là, je sors un peu du sujet, je vais un peu ailleurs. Donc, Grunt, Gulp, j'en parlais, tout ça. J'ai mis des liens en bas. Donc là, c'est la grosse fête au Task Runner. Et dès qu'on a un petit truc à faire au niveau du front, ouais, on aurait une petite bidouille à faire. Allez, on rajoute une tâche Grunt. Du coup, on peut se retrouver avec des gros Grunt files, des gros Grunt files, des gros Grunt files. Puis il suffit d'aller taper another huge Grunt file. Il existe vraiment sur Internet. Donc ça en arrive un peu à des points de débilité. On a des trucs genre Grunt MySQL dump. On se dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc je vous conseille peut-être comme plus Gulp qui est dans l'esprit Unix, c'est-à-dire on va avoir une entrée, comme pour PostCSS on a une entrée, on fait des opérations dessus et on a une sortie. Et là on va pas avoir, vous n'allez pas trouver des trucs un peu bizarres, sachant qu'il y a une police Gulp qui va fouetter les gens qui font des plugins débiles pour éviter d'avoir des plugins débiles. J'ai mis une pipe mais c'est pas du tout le logo, c'était pour les pipes Unix, tout ça. Donc là je fais une petite pause encore. Je sais pas combien de temps il me reste. Il te reste un peu plus de 20 minutes. Ouais, je suis à l'aise, 115, c'est bon. 115, 116, 158, ouais. Donc je vais faire un petit tour, donc une pause, on sort, on arrête CSS, tout ça. On va voir JavaScript, comment il évolue lui, parce que là il y a CSS qui évolue un petit peu. Qui connaît ES6? C'est pas mal. Bon, ça s'appelle plus ES6, ça s'appelle ES 2015, il y aura ES 2016, 2017, etc. C'est un détail. Donc il y a quelqu'un qui a fait, un jeune Australien de 18 ans, qui est un malade mental, qui a fait 625. Donc c'est un package qui prenait du code ES6 pour en faire du code ES5 pour que ça marche sur tous les navigateurs. Un peu comme CSS Next fait en fait. Il prend du code qui est censé marcher plus tard et il en fait du code qui marche aujourd'hui. Le projet s'est récemment renommé en Babel parce que ça s'est mis à gérer un peu plus de trucs. Ça s'est mis à gérer du code ES7 qui sera plus tard du code ES 2016 maintenant. Donc voilà, ça c'est le projet et il se définit comme un compiler JavaScript. Donc ça prend, on le voit en bas là, une entrée et ça donne du nouveau JavaScript, c'est fantastique. Comme je viens de vous le dire, ES 2015 et au-delà. Ça gère même le JSX avec React si vous en faites et tout comme PostCSS, il y a un système de plugins, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Alors tout récemment, genre il y a 2-3 semaines, je ne l'utilisais pas encore, il y a plein de bugs, mais c'est un bon début. Babel a décidé de s'exploser, parce que là c'est pareil, c'était un outil monolithique. Ils ont décidé de s'exploser en plein de petits paquets, c'est pour ça que j'ai mis un tiret étoile, parce que maintenant ils ont un peu fait comme PostCSS. Ouah, ils ont tout explosé. Donc chaque transformation, chaque type de transformation a son propre paquet. Alors ce qui est cool, c'est que tout comme il y a CSS Next, il y a un paquet Babel qui s'appelle Babel Preset ES6 2015 qui va permettre déjà d'assurer la transformation via en fait plusieurs paquets, de transformer du code ES 2015 en ES5. Donc ça c'est cool, la pause est terminée, on reprend sur la suite parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu des choses similaires qui se passent ailleurs, qui sont faites un petit peu d'une manière plus correcte, mais passons, c'est mon avis. Donc on va retenir qu'aujourd'hui c'est une bonne manière pour adapter des choses à ses besoins, d'utiliser ce qu'on appelle les transpilers. Bon, on pourrait presque mettre Gulp un peu dans cette catégorie parce qu'en fait on y passe des choses, on fait notre tambouille
et on y met des choses en sortie. Donc aujourd'hui, vous pouvez le faire avec du CSS, donc il y a PostCSS, c'est mon conseil. Vous avez Babel pour faire des trucs de ouf. Et après, vous avez même MD, un projet qui s'appelle MDAST, qui prend du Markdown en entrée. Qui connaît le Markdown? Bon voilà, ça prend du Markdown en entrée. Vous faites votre tambouille et vous avez du HTML en sortie là par contre. Mais je pense qu'on peut aussi, on doit pouvoir sûrement le sérialiser en MD si on a juste envie de faire du travail dessus. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment on utilise ça au quotidien. Est-ce qu'on va utiliser Gulp, Grunt? Je vais vous poser une petite question. Comment vous faites quand vous avez à gérer des problématiques comme ça? Donc là, vous avez une ligne de code qui est intéressante. Vous avez un background avec une URL vers un asset. Comment vous faites pour vraiment savoir où c'est? La gestion d'erreur, ça se passe comment? Vous ne regardez pas vos logs, vous ne prenez pas chaque URL pour aller voir si ça fait une 404. Et je ne suis pas sûr que vous alliez voir vos logs Apache ou Nginx ou je ne sais pas quoi. Du coup, est-ce qu'on prend ces solutions-là qui ne nous aident pas du tout pour régler un problème? Parce que pour moi, il y a un problème potentiel. J'ai envie de dire non, mais j'ai une petite astuce. Donc, l'astuce s'appelle Webpack. Vous en avez peut-être entendu parler. Qui a entendu parler de Webpack? Bon, c'est bien. J'ai écrit un article, 2 en fait. Webpack, c'est cool parce que ça permet, dans du code JavaScript initialement, vous allez avoir forcément un point d'entrée JavaScript. Vous allez pouvoir consommer du JS, du CSS, et en fait n'importe quoi. Vous pourriez mettre require machin.txt. Il y a un endroit où il faut définir vos loaders. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne suis pas sûr que j'ai le temps. Super. Bon, j'aurai peut-être le temps après, alors ça va être cool. Ah, je suis allé un peu vite là. Une pause? Petite pause? Allez. Une bouteille d'eau. Donc, je vais prendre plus le temps du coup de détailler un petit peu. Ici, on peut require un CSS. Du coup, la partie en dessous, il faut imaginer que là, on a 2 fichiers. Et dedans, j'ai aussi un import d'un CSS. Et dedans, j'ai un background qui est défini. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Webpack, quand il va compiler, puisqu'on va appeler ça une étape de compilation, il va via des loaders. Donc en fait, je vais avancer. Alors je le refais. Là, quand on est avec Webpack, on va gérer les erreurs potentielles comme un gros professionnel. Vous voyez? Ce type, à chaque fois, il me fait délirer. Donc, on va créer ce qu'on appelle un bundle, parce que ce n'est pas forcément qu'un fichier JavaScript qu'on va gérer. On va avoir des entrées. Le point d'entrée principal, ça va être un JavaScript. Mais bon, qui n'a pas aujourd'hui un JavaScript? On n'est même pas obligé de s'en servir, en fait. C'est une astuce. Et on a ce qu'on appelle des loaders. Donc, on a un peu comme Webpack, comme Grunt et Gulp. On a une petite partie wrapper. À la différence, c'est que là, on a une façon d'écrire dans la configuration qui est un peu plus portable que ce qu'on peut faire avec Grunt et Gulp. J'en ai parlé sur le site Putain de Code. Désolé pour les gros mots. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez aussi sur Internet plein d'exemples de boilerplate, Webpack, il y en a dans tous les sens, vraiment partout. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais toi, tu fais des applications JavaScript. » Ben, c'est pas vrai. Moi, je fais pas que des applications JavaScript, je fais aussi des vieux sites web. Ma femme, elle a un site qui est sur WordPress parce que c'est super pratique pour elle. Je vais pas lui dire « Tiens, tu mets tes recettes en ligne avec Jekyll. » Bon, je pourrais. Il y a des fois, j'hésite parce que WordPress, ça me gave sérieux. Mais bon, pour l'instant, je suis pas encore là. Puis j'ai le site d'un pote aussi qui est sur WordPress parce que je vais même pas leur demander... Déjà, c'est moi qui modifie le WordPress, si en plus je leur dis de passer à autre chose. Du coup, ce que je veux dire là, c'est que on peut utiliser Webpack pour gérer un thème WordPress. C'est pas un problème. Moi, c'est même ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai écrit un petit article vite fait pour les petites astuces que vous trouverez en bas. Pendant ce temps-là, je sais pas si vous avez pas forcément fait attention, mais j'ai fait exprès, parce que je l'ai noyé mon exemple. Il y a une ligne qui peut... Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Là, j'ai un peu plus de temps, donc je vais faire monter un peu le suspense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un truc chelou là? Non, personne? C'est pas le chemin, c'est la variable. Qu'est-ce que fout une variable quand j'importe une feuille de style? Non, rien. Donc, quel est le fork? Une astuce.
Donc il y a un truc qui s'appelle, il y a des mecs qui ont fait les CSS modules. Super idée pour le logo. Donc les CSS modules, c'est quoi? Tout à l'heure je vous parlais de BEM. Donc là je vous ai mis un exemple avec par exemple un nom pour votre boîte. Si vous voulez namespacer votre code, vous pouvez mettre, si vous vous appelez codeur en scène, vous pouvez mettre code, vous pouvez mettre CS, ce genre de choses en préfixe pour dire c'est mon code. Bon, CS c'est peut-être pas super bien parce qu'il y en a ils vont se dire ils sont où les fusils, etc. Gamer bisous. Donc les CSS modules, ça permet d'enlever ce qui est chiant avec BEM, ce qui est verbeux, ce qui est lourd. Ça permet d'enlever vraiment la partie je dois définir le bloc, je me retrouve avec des noms de composants à rallonge. Donc si on utilise les CSS modules, j'ai mis des liens à chaque fois parce que je ne vais pas trop rentrer dans la technique, ça peut être effrayant. Mais en fait c'est super facile à faire. Pour peu que vous preniez une demi-journée à la maison le week-end quand il fait froid. En plus on est en hiver là, mais dites pas que vous n'allez pas avoir des journées en intérieur. Donc là on require notre feuille de style. Vous voyez un peu ce qui est en clair ou pas trop là? Ouais, ça va? Donc dans notre variable, on va récupérer un élément où en fait derrière on a un nom de classe avec des variables cheloues, des valeurs cheloues pardon, parce qu'on s'en fout et on génère des gros H pour dire cette classe elle est unique et elle va jamais rentrer en collision avec quoi que ce soit. Et après à l'utilisation, dessous j'ai mis un petit bout de JSX, je ne veux pas dire que c'est du React mais pas loin, où en fait on va utiliser cette classe comme si c'était un objet JavaScript, donc on va prendre nos styles, point élément. Et là, ça va nous retourner la classe. Et quand on va générer l'HTML qui va bien, ça va nous retourner la classe qu'on a appelée. Donc à partir de là, on va avoir un style qui est défini simplement. Non, je ne l'ai pas mis après. J'aurais dû rajouter un slide. J'aurais dû arriver à 160, je suis déçu. On va définir une simple classe donc, qui s'appelle élément. Pas de nom à rallonge, etc. Un petit fichier avec juste ce qu'il y a pour notre composant. Si j'ai le temps, je vous montre après. Et voilà, et du coup, à l'utilisation, c'est assez simple. Alors, il faut savoir que, même si mon exemple là, c'est du code, on va dire React, on va être grossier, ça pourrait s'utiliser avec Angular, très probablement, vu qu'on est dans un environnement purement JavaScript. Les auteurs de CSS modules ont l'intention de pousser ça ailleurs. Donc on va peut-être pouvoir retrouver ça avec du PHP pour faire du WordPress par exemple, pour être simple. Je dis WordPress parce que c'est quand même un quart des sites de la planète aujourd'hui. Bon, après, je pourrais vous teaser en disant que toute l'interface d'admin de WordPress a été refaite en React. Vous êtes au courant? Bon, vous êtes au courant. Ça ne veut pas dire que tout WordPress va être en React, attention. Pas écouter les bêtises qu'on voit sur Twitter. Donc quand on est là, on se dit finalement j'ai des petites feuilles de style par composant, j'ai un petit dossier, j'ai un dossier avec tous mes composants qui ressemblent à mon interface et dans chaque petit dossier, j'ai mon petit bout de JavaScript qui va bien et mon petit bout de CSS qui va bien. Tout est découplé, c'est beau, c'est modulaire, on peut faire un copier-coller d'un dossier à un autre sans rentrer dans des conflits. Et là on peut se dire, est-ce qu'on ne peut pas carrément faire des styles, si on est dans un contexte qui s'y porte, pourquoi on ne pourrait pas faire des styles inline? On pourrait. Là, je vous prends un super exemple de la mort qui tue. C'est fait par mon dieu Nicolas. Quelqu'un a entendu parler de React Native? Quelqu'un a entendu parler de React? Ouais, donc ça permet de faire des web apps, c'est le truc de Facebook, c'est cool, c'est utilisé en production sur plein de sites. Mais ils ont fait un truc qui s'appelle React Native, qui permet de garder le principe de React, qui est d'optimiser en fait les changements qu'on fait au niveau du DOM. Sauf que là, ils ont fait la même chose pour faire des applications natives sur iOS ou Android. On va écrire du code qui ressemble vraiment beaucoup à du code React Web, pour pas dire qu'en fait, on pourrait presque le réutiliser. C'est l'idée de ce truc. Et voilà. Et est-ce que je rentre dedans ou pas? Non, je vais pas. Sinon, je vais vous parler encore une heure. Donc, c'est fait par l'auteur qui fait les normalize.css. C'était la petite note. Donc là, on a du code React. J'ai fait exprès de ne pas highlighter, parce que mon but, c'est pas de vous montrer comment ça marche React. Mais là, ce que vous pouvez regarder un petit peu, si vous regardez la partie basse du code, c'est que vous ne voyez pas de div, vous ne voyez pas de span. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des composants comme si on développait avec des composants. Et là, c'est du code qui va marcher donc, sur le web, mais qui
peut en théorie marcher pour faire une application native iOS. J'y mets une application native, pas une application qui est wrappée, qui est lente comme Slack sur iPhone, qui est une grosse daube, mais une application native qui va récupérer la connexion comme quand vous ouvrez Facebook. Il n'y a pas tout qui recharge, il y a une petite bannière qui met connexion en cours, hop, ça rafraîchit vraiment que ce qu'il y a besoin. On sent qu'on est dans une application native, on sent qu'il y a le souci du détail au niveau d'interaction et de l'expérience utilisateur. Ça m'excite, pardon. Et donc là, quand on écrit des applications natives avec React Native, on peut écrire des styles comme ça, donc ça ressemble quand même à du CSS, faut le dire. Ils se sont amusés à réimplémenter, je dis ils, c'est Facebook, ils ont réimplémenté les CSS layout, donc dans un moteur qu'ils ont embarqué dans React Native, ce qui fait qu'on peut écrire du Flexbox, utiliser des margins comme en CSS en fait, dans du code React Native. Et donc le paquet que je vous montre là, il permet de faire ce qu'on peut faire en React Native pour du web, ce qui fait que là on partage vraiment du code entre deux mondes. On peut vraiment partager du code et c'est du JavaScript, donc on n'a pas besoin d'apprendre à faire du Swift, de faire du Java pour faire sur Android, etc. Donc là je m'égare un peu, mais je me focus sur les styles parce que pour avoir fait ça sur les derniers mois, un peu ce type de style, je suis pas entièrement vendu. Pourquoi? Mais j'aime bien en fait quand même. Les CSS modules, ça permet de faire des choses comme autopréfixeur qu'on va pas pouvoir faire de manière aussi facile avec des styles inline. Ça permet de gérer les media queries, donc c'est très pratique si vous avez un rendu server-side. Parce que si vous n'avez pas un rendu server-side, comme ça va être le cas avec une web app pure ou une appli mobile, là vous allez pouvoir générer votre style à la volée en fonction de la taille du viewport. Quand vous êtes dans un contexte pré-rendu, à moins que vous faites du user agent sniffing, le truc complètement horrible, ou alors que vous faites un envoi à la première connexion des données que vous avez besoin, vous faites une page statique que vous servez à tout le monde, vous allez pouvoir avec les CSS modules répondre à une partie des besoins et avoir un pré-rendu qui s'adaptera en fonction des devices. Donc, je reviens là, vous faites votre choix selon votre besoin, les styles inline. Regardez, ne serait-ce que regarder, je dis même pas essayer, mais regardez un petit peu. On va y avoir plein de questions, posez-moi plein de questions, j'espère, sinon je vais vous montrer des trucs jusqu'à que vous ayez plus soif. Et voilà. Merci.